Et avec Milan Tignérello, nous allons faire un tour des églises en Lorraine. Milan, avec votre invité. Oui, Roman, aujourd'hui je reçois Lucille Pierron, autrice du livre Église Lorraine des 30 Glorieuses. Bonjour Lucille Pierron. Bonjour. Alors vous êtes enseignante, maître de conférences à l'école d'architecture de Nancy. Vous avez écrit un ouvrage, une thèse sur les 448 églises lorraines construites sur la période de l'après-guerre, si je ne me trompe pas, après 1945 et jusqu'en 1975 dans notre région. Alors des architectes comme Georges-Henri Pingusson ont participé à ces chantiers. Votre livre se fonde autant sur l'histoire que sur la manière dont ces églises ont été créées. Alors, quel a été le point de départ de la construction de ces édifices ? Pourquoi a-t-on choisi de recréer des églises dans la période d'après-guerre comme celle-ci, seulement parce qu'après la guerre, il fallait absolument tout reconstruire ? Oui, c'est en partie une des raisons qui explique l'importance du nombre d'églises construites à cette période. Donc il faut imaginer qu'après la Seconde Guerre mondiale, la Lorraine est très touchée par les destructions de la guerre. Donc il y a un effort à faire du point de vue de la reconstruction. Et puis dans les années 1960, il y a un deuxième phénomène qui explique l'importance de ces chantiers, lié plutôt à l'urbanisation des territoires périphériques. Donc ça concerne tous les ensembles de logements collectifs qui ont été construits à partir du milieu des années 50 jusqu'au début des années 70. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment ça, l'urbanisation ? Alors il faut imaginer qu'à partir du milieu des années 50, il y a tout un phénomène de construction de nouveaux quartiers. C'est par exemple le cas à Forbach, avec le quartier du Wiesberg. C'est aussi le cas de nombreux quartiers à proximité de Metz ou de Nancy. Donc il y a un besoin très important en logement. Et donc, pour accompagner la construction de ces nouveaux quartiers, on vient décider la construction d'églises nouvelles, qui a pour objectif d'offrir un lieu de culte à ces nouvelles populations. Des nouvelles populations, vous voulez dire, est-ce que ça vient aussi en partie avec l'immigration, justement ? Oui, l'immigration, l'exode rural. Donc on voit aussi une explosion démographique très importante après la Seconde Guerre mondiale qui explique la nécessité de construire des nouveaux équipements. Donc c'est le cas des églises, mais c'est aussi le cas des groupes scolaires, par exemple, qui sont le fruit du même phénomène. D'accord. Et pourquoi avoir choisi en particulier d'écrire un livre sur ces églises lorraines qui ont été construites à l'après-guerre ? Pourquoi ces églises-là en particulier ? Alors, moi, je suis assez passionnée par l'architecture du XXe siècle et notamment par l'architecture de la seconde moitié du XXe siècle. Mais ce livre, c'est le fruit d'une recherche qui est relativement longue, puisque ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur ce sujet. J'avais eu l'occasion en 2012-2013 de participer en tant que coordinatrice scientifique à l'élaboration d'une exposition que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter. Une exposition qui était consacrée à 12 bâtiments religieux construits en Meurthe-et-Moselle, donc l'un des départements lorrains. Et cette exposition avait été pour moi déterminante. Elle m'avait permis de prendre conscience de la qualité de ces architectures. Et c'est donc à la suite de cette exposition que j'ai décidé de poursuivre la recherche en m'intéressant aux 4 départements lorrains. Et j'avais vraiment cette idée d'avoir la vision la plus exhaustive possible de cette production, qui est une production très importante sur notre territoire. Et donc vous avez Lorraine, 448 oui. églises. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'au début de ma recherche, j'avais finalement assez peu d'idées du nombre d'églises construites à cette période. Et au fur et à mesure de mes investigations, je me suis rendu compte de l'importance quantitative de cette production. Donc j'arrive aujourd'hui à ce chiffre de 448 bâtiments construits durant cette période, ce qui est très important au niveau national. Il faut comprendre que la Lorraine, avec le Nord-Pas-de-Calais, est sans doute l'un des territoires les plus marquants sur la construction de ces églises nouvelles durant les 30 Glorieuses. Mais pourquoi justement ? Pourquoi la Lorraine en particulier ? Est-ce qu'il y avait vraiment un parti pris des diocèses lorrains pour vraiment reconstruire énormément d'églises sur le territoire ? Ça s'explique, je dirais, par 2 phénomènes. Le premier, c'est l'importance des destructions. Le fait qu'on soit sur un territoire qui a été durement touché par la guerre.
hein. Et puis le second phénomène, hein, qui est l'importance de l'urbanisation, notamment des territoires ouvriers. Hein, tout le nord du département de la Moselle est particulièrement marqué par ce phénomène d'urbanisation et d'industrialisation. Donc, pour chaque quartier ouvrier, on vient construire une église nouvelle. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple justement d'un quartier ouvrier ? C'est le cas, par exemple, du Wiesberg à Forbach, hein, qui était marqué par l'industrialisation et à qui on vient doter une église, qui est une église tout à fait étonnante, qui est due à l'architecte Émile Ayot. Mais justement, ces églises, elles sont étonnantes alors, puisqu'elles ont justement des architectures qui vont être complètement différentes de ce qu'on a connu auparavant. Oui, tout à fait. Alors, on a des écritures architecturales qui sont extrêmement diversifiées, hein. C'est ça que j'ai essayé de montrer dans le livre, qu'on a vraiment un foisonnement typologique, un éclatement formel dans les architectures qui sont proposées à l'époque. Juste après la guerre, on garde encore en mémoire, hein, la silhouette traditionnelle de l'église. Donc, on vient plutôt reconstruire sur place et à l'identique, hein, suivant des modèles déjà éprouvés durant les décennies précédentes. Et puis au fur et à mesure, et c'est ça que j'ai montré au fil du livre, on vient expérimenter des nouvelles formes qui sont le plus souvent permises par des techniques constructives innovantes pour l'époque. Donc, on utilise par exemple le béton armé, hein, qui vient s'afficher avec franchise dans certains bâtiments. Le métal qui fait aussi son arrivée progressive, hein, sur ces chantiers d'édifices religieux. Donc, il y a différentes innovations qui sont des innovations à la fois en termes de matérialité et puis des innovations qui concernent plutôt la composition de ces églises. On voit sur le territoire lorrain de nombreuses églises qui sont conçues à partir d'un plan centré, par exemple, hein, qui est un des modèles à atteindre dans ces années 1950-1960. On a différentes variantes. On peut avoir des plans circulaires. C'est le cas, par exemple, à Boust, en Moselle. Mais on peut aussi avoir des plans carrés. C'est le cas d'Ancy de l'église Sainte-Anne. Des plans triangulaires, etc., etc. Donc, différentes variantes typologiques, hein, qui vont dans le sens, hein, de composition centrée. Alors Lucille Piron, justement, enseignante à l'école d'architecture de Nancy, quelle a été, vous, la construction religieuse qui vous a le plus, d'après-guerre, qui vous a le plus marqué quand vous avez fait vos études, justement ? Alors, il y en a plusieurs, hein, qui ont été assez marquantes dans ces recherches, mais je dirais que l'église Saint-Rémy de Baccarat est sans doute celle qui m'a le plus marquée, notamment avec ces grandes verrières en cristal, hein, qui sont tout à fait étonnantes. Une autre qui est sans doute un petit peu moins connue et qui mérite, je pense, qu'on s'y attarde, c'est l'église de Schöneck en Moselle, à proximité de la frontière allemande, qui est une église partiellement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale et qui présente un clocher traditionnel, hein, qui date du 19e siècle, mais sur lequel vient s'accoler une nef moderne avec une structure en acier qui est tout à fait étonnante et moderne pour l'époque. Avec quel argent, justement, on a fait ces églises ? Comment on a financé tout ça ? Alors, il y a plusieurs sources de financement, hein, pour les églises qui sont reconstruites après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une aide de l'État, du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, par le biais des coopératives des églises sinistrées. Et puis pour les églises nouvelles, c'est plutôt un engagement des diocèses, hein, qui permettent la construction de ces nouveaux bâtiments. Et puis ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi, hein, des sources de financement complémentaires. À l'époque, la communauté s'engage sur ces chantiers. Elle met la main à la pâte, hein. Elle vient aussi trouver de l'argent par le billet de kermesse, par le billet de vente de cartes postales et autres. Donc, je dirais qu'il y a différents types de financements, des financements entre guillemets officiels, et puis des financements qui sont plutôt dus à l'engagement de toute une communauté pour reconstruire leur paroisse. Donc est-ce que c'est un peu une construction bénévole aussi parfois ?
Oui, tout à fait. On retrouve dans les archives de nombreuses photographies où on voit très concrètement les membres de la communauté religieuse sur les chantiers construire par eux-mêmes certains pans de l'édifice. Donc c'est vraiment la construction d'une communauté qui se joue en parallèle de la construction d'une église nouvelle. Mais est-ce que ça n'a pas un peu altéré la qualité de la construction des églises, justement? Alors, je ne crois pas. Je pense qu'il y avait toujours un architecte qui était désigné pour assurer la construction. Et puis, il y avait très souvent les curés qui étaient des curés bâtisseurs présents tout au long du chantier, qui orientaient parfois même le choix de l'architecture. Certains curés étaient très ouverts à la modernité et souhaitaient une architecture moderne pour leur nouvelle paroisse. Alors, Lucille Pierron, enseignante à l'école d'architecture de Nancy, autrice du livre Église lorraine des 30 glorieuses. Alors, comme vous l'avez dit, des grands noms de l'architecture ont créé ces églises. On a cité Georges-Henri Pingusson tout à l'heure. Quels autres architectes ont pris part à cette reconstruction des églises lorraines après 1945 ? Alors oui, c'est effectivement un point important et qui fait que la Lorraine constitue aujourd'hui un véritable laboratoire de la modernité en matière d'architecture religieuse. Donc effectivement, Georges-Henri Pingusson, qui est connu à l'échelle nationale, voire même internationale, et qui est l'auteur de 4 églises en Moselle, dont celle de Boust, qui est sans doute son œuvre la plus emblématique. Mais on peut aussi retenir les noms d'André Ledonné, qui est l'auteur d'une église à Forbach, dans le quartier Marienneau, ou encore Émile Aillot, qui est l'auteur de nombreux ensembles de logements collectifs en Île-de-France, qui est d'ailleurs davantage connu pour sa production en matière de logement, et qui est l'auteur d'une église à Forbach, qui est sur plan labyrinthique et qui est son unique œuvre en matière d'architecture religieuse. Mmh. Et puis on peut aussi citer les noms de Jean et Henri Prouvé, qui sont peut-être plus connus sur notre territoire et qui, là aussi, ont pris part à cet élan de construction nouvelle. Comment ils ont pris part à cet élan de construction nouvelle, pareil, en construisant justement des églises ? Alors, dans le cas d'Henri Prouvé, oui, puisqu'il est l'auteur d'une église à Vendeuvre-les-Nancy, qui est d'ailleurs toujours en attente d'une nouvelle affectation. Et puis, dans le cas de Jean Prouvé, c'est plutôt en matière d'expérimentation constructive, puisque Jean Prouvé a mis au point un système constructif qui a été le support à la construction de 4 églises nomades, c'est-à-dire des églises qui étaient destinées à être démontées et remonter à un autre endroit. Donc il y a aussi tout un engagement tout à fait original et qui fait de la Lorraine vraiment un territoire particulièrement riche en matière de construction religieuse nouvelle. Eh bien, merci Lucille Pierron, autrice du livre Église lorraine des 30 glorieuses, d'être venue nous parler de votre livre justement dans Midi Lorraine et des églises lorraines construites après 1945.